Bonjour, aujourd'hui on se penche sur le parcours de la fertilité, un chemin qui peut être complexe, rempli de questions. Pour éclairer ce sujet, qui est au fond profondément humain, on va s'appuyer sur le guide de référence, le grand livre de la fertilité. On va commencer par une réalité que beaucoup de gens connaissent. Le désir d'enfant, il est souvent entouré d'une pression sociale assez forte, parfois même pesante. Et cette fameuse question, c'est pour quand, elle peut vite devenir un poids, un rappel constant d'une attente qui s'éternise, et ce qui devrait être une joie devient une source d'anxiété. Pour bien comprendre ce parcours, le mieux, c'est de commencer par les bases, la biologie de la reproduction. Voyons un peu comment ça fonctionne, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors là, on voit tout de suite que les deux systèmes sont complètement différents. Du côté masculin, c'est un processus en continu. La production de spermatozoïdes, c'est une sorte d'usine qui tourne en permanence à partir de la puberté. Côté féminin, par contre, tout est cyclique. Une femme naît avec un stock d'ovocytes qui est déjà défini, et chaque mois, il n'y a qu'une seule chance qui se présente, avec un ovule qui ne peut être fécondé que pendant un temps très très court. Et quand on regarde les chiffres, cette réalité biologique, elle est assez saisissante. À la naissance, on parle d'environ 1 million de follicules, mais à la puberté, ce chiffre a déjà dégringolé à 300 000. C'est une diminution vraiment rapide, qui montre à quel point le temps est un facteur absolument crucial dans la fertilité féminine. 28. C'est l'âge moyen du premier enfant en France aujourd'hui. C'est 4 ans de plus qu'à la fin des années 60. Ce décalage, qui est souvent lié aux études, à la carrière, ou simplement au fait de vouloir une certaine stabilité, eh bien il entre en collision directe avec l'horloge biologique qu'on vient de voir. C'est vraiment le point de rencontre entre nos modes de vie modernes et une réalité biologique qui, elle, ne change pas. Mais alors, que se passe-t-il quand, malgré le désir, la grossesse n'arrive pas ? Là, il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en jeu, bien au-delà de la simple biologie. Des études, notamment une très grande enquête menée à Harvard, laissent penser que ce qu'on met dans notre assiette a son importance. Attention, ce n'est pas un régime miracle, mais plutôt des ajustements qui pourraient aider à l'ovulation. Par exemple, moins de sucre rapide, plus de protéines végétales et bien sûr un bon apport en vitamines et minéraux essentiels, comme l'acide folique, qui est capital dès le début d'une grossesse. Mais l'alimentation, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Notre corps, c'est un système où tout est lié. Le stress chronique, le manque de sommeil, ou même l'exposition à des perturbateurs endocriniens qu'on trouve un peu partout, tous ces éléments de notre quotidien peuvent influencer de manière subtile mais bien réelle l'équilibre hormonal qui est indispensable pour une conception. Il faut aussi parler de certaines habitudes, parfois très ancrées, qui peuvent jouer le rôle de frein. L'alcool, par exemple, peut dérégler les cycles. Un excès de caféine peut diminuer les chances de tomber enceinte. Et puis, les effets négatifs du tabac ou du cannabis sur la fertilité, aussi bien masculine que féminine, sont aujourd'hui clairement établis. Ce témoignage, il est incroyable. Il illustre de façon très concrète comment le contexte de vie peut absolument tout changer. Dans ce cas, après 2 ans d'essais infructueux et une orientation vers une FIV, ce n'est pas la médecine qui a fait la différence, mais un changement global de situation. Un nouveau travail, donc moins de stress, et l'arrêt du cannabis. Ça nous rappelle que la fertilité, ce n'est pas juste une question de mécanique, c'est aussi une question d'équilibre général. Bon, alors, à quel moment faut-il consulter et à quoi ressemble ce processus pour trouver des réponses ? Cette citation, elle met le doigt sur un obstacle qui est souvent purement psychologique. La peur de ce qu'on va trouver, la peur du diagnostic, ça peut, surtout chez l'homme, retarder des examens aussi simples qu'un spermogramme. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, c'est la femme qui subit toute une batterie d'examens, souvent lourds, parfois invasifs, qui auraient pu être évités si on avait mené l'enquête en parallèle pour le couple dès le départ. Le parcours de diagnostic, il suit une certaine logique. On y va étape par étape. On commence par des examens qui ne sont pas invasifs pour avoir une première idée. Chez la femme, la courbe de température et les bilans hormonaux pour s'assurer qu'il y a bien une ovulation. Chez l'homme, l'examen de base, c'est le spermogramme. Ensuite, on évalue l'interaction entre les deux. Et c'est seulement si ces premières étapes ne donnent rien qu'on envisage des examens plus poussés pour aller voir les organes de plus près. Parlons de l'endométriose. C'est l'une des causes les plus courantes d'infertilité chez la femme. En fait, ce tissu qui se développe là où il ne devrait pas peut créer des inflammations, des adhérences, et tout ça vient perturber le fonctionnement normal des ovaires et des trompes. Et du côté masculin, on a ce qu'on appelle l'azoospermie. C'est un diagnostic très précis qui veut dire qu'il n'y a aucun spermatozoïde dans le sperme. Attention, ça ne veut pas dire que la paternité biologique est impossible, mais ça oriente vers des techniques médicales bien spécifiques pour aller chercher les spermatozoïdes directement à leur source. Lorsque les diagnostics tombent, ou simplement que le temps passe, le parcours s'oriente souvent vers ce qu'on appelle l'assistance médicale à la procréation, ou l'AMP. C'est important de bien comprendre le cadre légal.
En France, l'AMP, ce n'est pas une procédure de convenance. La loi est très claire, c'est une solution pour répondre à une infertilité qui est pathologique ou pour éviter qu'une maladie grave ne soit transmise. C'est ce principe qui guide toute la pratique médicale dans ce domaine. La fécondation in vitro, la FIV, c'est sans doute la technique d'AMP la plus connue. Le principe est assez simple à comprendre, on va court-circuiter les obstacles naturels en organisant la rencontre des gamètes en laboratoire. D'abord, on stimule les ovaires pour avoir plusieurs ovocytes, on les prélève, puis on les met en contact avec les spermatozoïdes. Si les embryons se développent, on en transfère un ou plusieurs directement dans l'utérus en espérant qu'ils s'implantent. Parfois, quand les propres gamètes d'un couple ne peuvent pas être utilisés, le don est une possibilité. Mais en France, c'est très encadré par des principes éthiques très stricts. Le volontariat, pour que la décision soit totalement libre. L'anonymat, pour protéger tout le monde. Et la gratuité, pour que le don reste ce qu'il est. Un acte de générosité et surtout pas une transaction commerciale. Mais au-delà de toute la science et des procédures, il y a un voyage émotionnel. Et il est au moins aussi important que le reste. Voilà une citation qui résume parfaitement le coût psychologique de ce parcours. Les traitements sont exigeants pour le corps et pour la tête. Chaque tentative, c'est un cycle d'espoir immense, et quand ça ne marchait pas, c'est une déception tout aussi immense. C'est donc absolument vital de savoir faire des pauses, de prendre du temps pour soi, pour son couple, pour pouvoir tenir la distance. C'est la question la plus difficile, la question qui reste en suspens pour certains. L'aborder, c'est aussi reconnaître que malgré tous les efforts, malgré toute la technologie, une grossesse n'est jamais une garantie. C'est une part douloureuse, mais bien réelle de ce parcours. Finalement, ce parcours de fertilité nous apprend peut-être que la destination peut évoluer en chemin. L'objectif initial, qui est d'avoir un enfant, peut se transformer en une autre quête, celle de la paix intérieure. La paix qui vient du sentiment d'avoir exploré tout ce qui était possible. Pouvoir se dire « on a fait tout ce qu'on a pu », ça permet de fermer ce chapitre sans regret. Et d'envisager l'avenir, quel qu'il soit, avec plus de sérénité. C'est peut-être ça la leçon la plus profonde de ce voyage.